qui fait le temps humain. Mais à votre avis, d'un mot encore, quels sont aujourd'hui, à vos yeux, à vous alors, dans l'ensemble du panorama que nous traitons de manière réductrice aujourd'hui, mais tout de même, quels sont les défis qui posent soit des obstacles, soit des perspectives fabuleuses pour répondre à cette question, pour nous aider en tout cas à répondre à cette question du sens que vous posez? Il me semble que le défi majeur, c'est l'inconscience. C'est-à-dire, nous sommes dans une société du divertissement. Je parle des sociétés riches, alors que les sociétés pauvres sont dans une civilisation de la tragédie fatale. Dire que nous sommes dans une société du divertissement signifie que nous sommes tellement fascinés par l'instant et les outils que nous fabriquons au service de l'instant, au service de la vente instantanée, que nous ne réfléchissons plus aux questions de fond. Je pense que la démocratie est en danger, gravement, quand elle est réduite, quand elle est ramenée à la vitesse instantanée de la publicité. Je pense que la démocratie est en danger, donc l'équilibre des sociétés, parce qu'à ce moment-là, les pires fatalismes ont leur pouvoir. Le véritable enjeu, c'est la réflexion, la discussion, la prise de responsabilité sur des dossiers que l'on peut, des questions tout à fait de fond qu'on ose poser, et les poser sereinement. Le véritable enjeu, c'est le débat, c'est-à-dire non pas s'invectiver en images d'Épinal avec des slogans qui, affectivement, créent à nouveau des divisions insurmontables, mais instaure un débat rationnel. Le fond de mon propos repose sur un optimisme fondamental. C'est que toute conscience humaine est capable de discerner le bien et le mal, même si la définition du bien et du mal n'obéit pas à une détermination unanime. Mais tout homme sait qu'il y a un bien et un mal. Alors il vaut la peine d'en parler au moins. Merci. Axel Kahn, quel est aujourd'hui l'horizon du monde scientifique qui est confronté à des progrès fabuleux puisqu'ils touchent à la création même de l'homme? Alors je rappelle que vous êtes médecin généticien, que vous êtes un des chercheurs les plus en pointe dans ce domaine, mais que vous réfléchissez aussi aux implications de ces découvertes puisque vous êtes membre du Comité consultatif national d'éthique. Alors, cette notion d'horizon aujourd'hui et de défi, comment est-ce que vous les appréhendez à votre tour? Avant de parler de l'horizon et de l'avenir, je voudrais rappeler que pour le biologiste, pour le scientifique, il y a toute une série de repères temporels sans lesquels la vision de l'horizon est parfaitement troublée. L'échelle de temps et les discontinuités dans l'échelle du temps sont au cœur de la notion biologique de l'évolution, par exemple. Quelques chiffres que l'on rappelle, le Big Bang, 15 milliards d'années, la Terre, 5 milliards d'années, la vie apparaît très rapidement, 4 milliards d'années, et cette évolution est d'abord très lente. Il n'y a que moins d'1 milliard d'années qu'apparaissent les animaux un peu compliqués. L'homme apparaît très tôt, il est un enfant nouveau-né à l'échelle de l'évolution. Le premier homme apparaît il y a 2 millions d'années et Homo sapiens sapiens apparaît il y a 100 millions d'années. D'ailleurs, c'est un élément qui est important. Il est tellement jeune en réalité qu'il n'y a aucune scientificité dans une affirmation selon laquelle il y aurait des différences importantes entre les groupes humains. Ils sont tous des nouveau-nés, des frères et des sœurs en réalité. Cela par rapport à l'un des dangers, l'un des défis, qui est la récupération par des idéologies, notamment le racisme, des données biologiques. Autre élément, c'est que cet Homo sapiens sapiens, étant très jeune, étant nouveau-né, il a, selon toute évidence, pas changé. Et une des questions a été posée par Monseigneur, en quoi le progrès des sciences a-t-il changé l'homme? Selon toute évidence, là se situe la plus grande ambiguïté, la plus grande ambivalence. Aujourd'hui, l'homme envoie des sondes vers Mars, il a des systèmes de communication qui font disparaître les distances, il greffe des mains, il fait des appareils qui permettent, à partir de la pensée, de commander des curseurs et pratiquement de mobiliser un ordinateur grâce à l'énergie de la transmission, de la transduction nerveuse, des choses fabuleuses. Mais cet homme-là, il aime, il est jaloux, il a peur, il a un goût de puissance, il a un désir sexuel, exactement comme l'homme des cavernes, comme l'homme il y a 30 000 ans, 40 000 ans, 50 000 ans, peut-être 100 000 ans, je ne sais pas. Notre cerveau, l'organe
qui nous permet d'avoir ces capacités et cette créativité, selon toute évidence, n'a pas bougé. Et la théorie de l'évolution n'indique pas pourquoi, d'ailleurs, le progrès devrait être un facteur sélectif. Donc la première question, c'est dans quelle situation va se trouver l'homme qui crée en permanence de la discontinuité, mais dont les outils cognitifs profondément sont les mêmes. Et d'ailleurs, on voit reproduit tout à fait dans la modernité la plus grande les mêmes schémas que ceux dont on peut voir les notions dans la tragédie grecque. Les tragédies grecques sont parfois d'une modernité extraordinaire que l'on peut tout à fait reproduire dans un monde absolument aseptisé d'ordinateurs, de computers. Là, c'est un problème tout à fait important. Deuxième grand défi, naturellement, cet homme qui est resté le même, mais qui a acquis des pouvoirs tout à fait extraordinaires, quel usage fera-t-il de ses capacités cognitives pour garder dans l'avenir la maîtrise des pouvoirs nouveaux qu'il a acquis, qu'il s'est construit? Énorme problème. Naturellement, l'homme se construit des pouvoirs nouveaux. Et d'ailleurs, le fait qu'il s'en construise est consubstantiel au fait qu'il est homme. L'homme est un mammifère qui apprend, qui lègue son savoir et qui se sert de son savoir pour faire. Cela dit, en permanence, il y a naturellement l'ambivalence de l'utilisation de ce qu'il fait. La première hache taillée, il faut le rappeler, pouvait servir à améliorer l'approvisionnement de sa femme, de ses enfants, ou bien tuer son voisin. Et avec les outils modernes, ça reste comme cela. Troisième grand défi, en rapport avec la finitude de l'homme, avec le temps limité de la vie de l'homme, quelle est la signification de cela? Est-ce que l'homme va considérer que son savoir doit notamment se fixer pour but de dépasser ces limites biologiques-là, ou au contraire, va-t-il considérer que ces limites biologiques sont un bien tout à fait extraordinaire, puisqu'il fixe le cadre d'une action proprement humaine entre un moment, le début, un moment, une fin, de telle sorte que l'on puisse véritablement, je dirais, sous-peser le poids, l'épaisseur de ce qu'a été la création, la créativité, l'esprit d'un homme entre ces deux moments. Un temps qui n'a pas de fin est un temps qui n'a aucune exigence par rapport aux individus. Voilà quelques éléments qui confrontent évidemment le scientifique aux problèmes et aux différentes étapes et aux différentes échelles du temps. Est-ce que par rapport au deuxième point en particulier, encadré par le premier et le troisième, je dirais, que vous venez de définir, quels sont selon vous, personnellement, et aussi peut-être au nom du comité, mais il n'y a pas ce n'est pas totalement homogène, évidemment, les opinions du comité, mais quels sont selon vous les critères qui définissent les limites de l'usage de ces nouveaux pouvoirs que se donne l'homme, évidemment, en particulier dans le domaine scientifique, à vos yeux, aujourd'hui? Et évidemment, vous imaginez que je pense au clonage ou à toute une série d'aspects sur la génétique dont vous êtes un spécialiste et dont on sait que vous voulez traiter. Ces limites, y en a-t-il d'abord à vos yeux, ou est-ce qu'au contraire tout est possible, et quelles sont-elles? Pour moi, il y en a, autrement je n'aurais pas cette réflexion éthique, morale, et je ne me poserai pas en permanence la question en quoi les techniques nouvelles dérivées des connaissances que j'ai notamment contribué à accumuler risquent-elles éventuellement de porter atteinte à la dignité de la personne? Quelle est la base la plus fondamentale du raisonnement lorsque je fais cet exercice-là? Elle est très ancienne, et elle est aussi bien laïque que religieuse. Elle est, je vais la présenter avec différents mots, elle est la solidarité. Elle est également cette prescription que l'on trouve dans le Lévitique de la Bible, de l'Ancien Testament, que l'on retrouve dans les Évangiles, aimer son prochain comme soi-même. C'est-à-dire, ça veut dire quoi aimer son prochain comme soi-même? Ça veut dire quoi la solidarité? Cela veut dire voir dans tout individu un autre soi-même qui a le droit à la reconnaissance de la même dignité que soi-même. Et la même dignité implique obligatoirement les mêmes droits. Des individus qui se verraient reconnaître des droits différents n'auraient probablement pas naturellement la même dignité. Si bien que la méthode de réflexion qui est la mienne est de savoir en quoi cette méthode nouvelle, cette technique nouvelle dérivée de la science, porte-t-elle atteinte à ce qui est tout de même mon objectif fondamental, qui est ce profond respect de la dignité des personnes, ou alors, si vous voulez, mais ça veut exactement dire la même chose, cette obéissance à cette prescription, aimer son prochain comme soi-même. On viendra peut-être plus encore
sur les débats que portent les techniques que j'évoquais tout à l'heure, sans doute avec les questions. Alors, le temps et l'espace. Et on va voir que la réflexion sur le temps, avec vous, Christian de Porzampar, est totalement liée au travail, aux travaux, à l'œuvre et que vous menez sur l'espace, bien entendu. Le lien, vous allez nous le dire, est total aujourd'hui. Je voudrais rappeler simplement que vous êtes donc, par exemple, l'auteur de La Cité de la musique, mais je vous demandais en commençant quelle autre œuvre vous aimez à citer, que vous appréciez que l'on cite pour évoquer ce que vous faites, et vous évoquiez, me disiez-vous, une de vos premières œuvres qu'on appelle La Tour de Babel et qui est un château d'eau à... Non, je vous parlais de ça parce que vous me disiez oui, mais qu'est-ce qui pourrait parler du temps, parce qu'en 71, c'est un château d'eau qui était à la fois un objet technique et en même temps qui avait la forme d'une tour de Babel, mais qui a une légèreté puisque c'est une structure au fond assez fragile, végétale, et parce que c'est en 71, c'était une sorte de manifeste ou de réaction par rapport à une époque dont j'avais l'impression qu'elle était dominée totalement par une pure logique techno-économique, pour dire très vite comment se faisaient les villes.